Donc après la première section du premier chapitre sur l'analyse fonctionnelle, on va traiter dans cette vidéo l'analyse liquidité. Donc section 2, l'analyse liquidité ou bien l'analyse patrimoniale. Cette analyse présente par rapport à l'analyse fonctionnelle un certain nombre de différences, un certain nombre de caractéristiques. Rappelez-vous l'hypothèse de départ pour l'analyse fonctionnelle. C'est une hypothèse de continuité d'exploitation. Ça veut dire que l'entreprise ne risque pas de cesser ses activités, de se retrouver dans une situation d'arrêt d'activité. Et c'est pour ce que l'analyse fonctionnelle s'intéresse à l'équilibre financier global de l'entreprise, à la structure financière globale de l'entreprise. Ça veut dire comment les trois cycles interagissent dans cette entreprise. C'est ça l'objectif de l'analyse fonctionnelle. Maintenant, l'analyse liquidité part d'une hypothèse inverse. Ça veut dire qu'il considère que l'entreprise risque de cesser ses activités et d'arrêter son exploitation. À ce moment-là, les objectifs ils sont différents. Maintenant, on ne s'intéresse plus à l'équilibre financier de l'entreprise à long terme parce qu'on suppose qu'elle va arrêter son activité, mais on s'intéresse plutôt à la solvabilité de l'entreprise et à sa liquidité. Donc, on est dans une approche de liquidité. Ça veut dire que l'entreprise est en arrêt d'exploitation. Il faut voir, est-ce qu'elle est capable de payer ses dettes? Est-ce qu'il est capable d'être solvable, d'honorer ses engagements à très court terme? Alors là, on est dans une approche des prêteurs. C'est généralement le prêteur qui se pose ce genre de questions. Les banques, les investisseurs, etc. Donc ce sont eux qui se posent ce genre de questions et l'analyse liquidité répond à ces préoccupations. L'analyse liquidité, c'est aussi le travail sur un bilan condensé et permet d'évaluer le patrimoine de l'entreprise. À ce moment-là, évaluer le patrimoine de l'entreprise, bien entendu dans l'objectif de voir est-ce que les avoirs de l'entreprise, ça veut dire son patrimoine, son actif, est capable de payer ses dettes, est capable de payer son passif. Donc on va tracer un bilan patrimonial, un bilan liquidité, où l'actif va être désigné comme étant les avoirs de l'entreprise, ça veut dire ce qu'elle a, et au passif, ce sont les dettes, ça veut dire ce qu'elle doit. À ce moment-là, on est dans une approche inverse de l'analyse fonctionnelle. On ne parle plus des ressources et voir comment ils ont été utilisées. Donc on inverse l'approche et on part des avoirs de l'entreprise et on s'intéresse au comment ces avoirs vont honorer les engagements, les dettes. Donc c'est plus le passif vers l'actif, mais c'est l'actif vers le passif. Là, c'est le premier point de divergence entre l'analyse fonctionnelle et l'analyse patrimoniale. Il sert cette analyse à deux objectifs fondamentaux. Premièrement, évaluer la solvabilité de l'entreprise, ça veut dire sa capacité à rembourser la totalité des dettes d'un coup, d'une seule traite, en vendant tous les actifs. Donc c'est une hypothèse de liquidation. Le premier objectif, c'est justement d'évaluer la solvabilité. Et le deuxième objectif, c'est d'évaluer la liquidité de l'entreprise. Liquidité, ça veut dire tout simplement la capacité de payer les sommes dues aux échéances prévues. C'est ça la liquidité et ce sont les deux objectifs principaux de l'analyse patrimoniale. Alors, comment on fait? Tout simplement, on classe les avoirs de l'entreprise, ça veut dire son actif, par ordre de liquidité. Par ordre de liquidité, et on classe les éléments des passifs par ordre d'exigibilité. Et on va voir comment les éléments les plus liquides, la caisse disponible, etc. Là, ce sont des éléments liquides.
vont payer les dettes très exigibles. Ça veut dire le passif le plus exigible, les dettes à court terme, le concours bancaire, etc. Et on remonte du bas de l'actif vers le haut de l'actif et du bas du passif vers le haut du passif et on compare les postes, dans quelle mesure un poste peut payer un autre poste des dettes et ainsi de suite. Et on aboutit vers une classification des degrés de liquidité immédiate, croissante, à long terme, etc., selon la comparaison des avoirs et des dettes. Ce classement des avoirs de l'entreprise, ça veut dire de son actif, se fait selon la valeur nette. Donc, on n'est plus dans la valeur brute du bilan fonctionnel, mais on est dans les valeurs nettes. Ça veut dire, on prend les éléments de l'actif et on retranche tout ce qui est amortissement et tout ce qui est provision. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans l'évaluation patrimoniale de l'entreprise et notre objectif de voir quelle est la valeur vénale de ces éléments de l'actif. Donc, normalement, on s'intéresse aux valeurs nettes, déduction faite, bien entendu, des provisions et des amortissements. Rappelez-vous que dans l'analyse fonctionnelle, on prend en considération les éléments de l'actif en leur valeur brute. Et les amortissements et les provisions sont classés dans le passif, c'est-à-dire dans les ressources, parce que ce sont des ressources. Alors, on trace un certain nombre de règles pour la solvabilité. Ça veut dire solvabilité, la capacité des éléments de l'actif à honorer les dettes, à payer les dettes. On classe des degrés de la solvabilité. Donc, il y a la solvabilité à court terme. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux actifs à moins d'un an qui doivent être supérieurs aux passifs à moins d'un an. Ça veut dire qu'on s'intéresse à voir comment les actifs à très court terme peuvent-elles couvrir le passif à très court terme. Et puis, la solvabilité à long terme, elle est estimée à travers le fonds de roulement financier. Donc, le fonds de roulement financier, c'est tout simplement le financement permanent, moins l'actif immobilisé net. C'est une qui a un caractère de sécurité, donc il nous donne une idée sur la sécurité et sur la solvabilité à long terme de l'entreprise. Maintenant, comment construire un bilan patrimonial? Pour construire un bilan patrimonial, on part d'un bilan comptable et on applique un certain nombre de reclassements, un certain nombre de retraitements. Donc, on retraite les éléments de l'actif, on retraite les éléments du passif et on reclasse ces éléments selon un certain nombre de règles. La première règle, c'est qu'il ne faut prendre en considération que les postes de l'actif qui ont une valeur vénale. Autrement dit, les postes de l'actif qui n'ont pas de valeur ne seront pas pris en considération, comme par exemple les non-valeurs qui sont inscrits en haut de l'actif dans les immobilisations. Donc les immobilisations en non-valeur ne seront pas prises en compte parce que ce sont des immobilisations, ce sont des charges immobilisées pour des considérations purement techniques, des considérations purement comptables. Charges à payer sur plusieurs exercices, les frais de premier établissement et ainsi de suite. Donc ce sont des charges qui sont inscrites à l'actif dans les immobilisations en non-valeur, rien que pour étaler leur remboursement sur plusieurs exercices. Finalement, ils ne valent rien, ils n'ont pas de valeur vénale, donc il faut tout simplement les éliminer de l'actif et bien entendu leur contrepartie est à éliminer des capitaux permanents parce que leur valeur elle est inscrite dans les capitaux permanents.
Ensuite, il faut classer les éléments à plus d'une année au haut du bilan et les éléments à moins d'une année en bas du bilan. Par exemple, si dans l'actif immobilisé, on a des titres, des créances immobilisées, mais dont l'échéance arrive dans un délai moins d'une année, ce montant-là, il faut le reclasser dans l'actif à court terme, dans l'actif circulant, entre parenthèses, dans l'actif circulant. Et ainsi de suite. Les éléments de l'actif circulant qui ont un délai, qui vont rester pour une période plus d'une année dans l'actif, vont être reclassés dans l'actif immobilisé. Et ainsi de suite. Par exemple, un stock de sécurité, un stock sécurité, qui normalement doit rester pour une longue période dans l'actif circulant. Ce poste-là, ce montant-là doit être reclassé dans l'actif immobilisé. Il y a aussi le résultat net de l'exercice. Ce résultat net de l'exercice, il faut le répartir parce que le résultat net de l'exercice, il y a une partie qui correspond aux dettes à court terme, ce sont les dividendes qu'il faut payer aux associés de l'entreprise. Donc ce montant des dividendes, il est à retrancher du résultat net de l'exercice et le reclasser dans les dettes à court terme associées dividendes à payer. Ça, c'est la deuxième règle. Il y a aussi les écarts de conversion qui soit ils représentent des pertes, soit ils représentent des bénéfices potentiels. Là aussi, il faut les retraiter de l'actif et aussi des passifs. Il y a aussi les impôts latents, par exemple dans les subventions d'investissement, une partie qui correspond aux impôts latents, il faut la soustraire des subventions d'investissement et la mettre dans les dettes à court terme. Donc bref, il y a tout un ensemble de reclassements à faire, tout un ensemble de retraitements à faire pour pouvoir élaborer un bilan financier et pouvoir dégager un certain nombre de ratios, un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir évaluer la solvabilité de l'entreprise et évaluer sa liquidité. Tous ces éléments-là, on va les voir dans le cas pratique de l'entreprise qui fait l'objet de notre cours. Merci.